Alors, vous voyez que pour mettre les gens en inhibition de l'action, il y a plein de stratégies possibles. Naomi Klein, qui est une journaliste, a écrit un livre, La stratégie du choc. En fin de compte, ça vient de Milton Friedman, un prix Nobel d'économie, qui résumait la situation. Il disait seul un choc réel ou imaginaire peut provoquer des changements. Alors, cette situation, on la retrouve. Jean Monnet disait les gens n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans l'urgence. Alors, si on repense à des grands chocs, par exemple une guerre mondiale, c'est un choc terrible. Et si vous regardez la conséquence après la Seconde Guerre mondiale, c'est les accords de Yalta. On va repartager le monde. Les dominants étendent leur territoire d'influence. Et donc, c'est une façon de changer. Si vous avez une guerre civile, il va y avoir des changements. On peut avoir une pandémie, c'est l'exemple typique de ce que nous vivons actuellement. Et tout ça, c'est l'opportunité d'entraîner des changements. Alors, c'est connu, on avait vu la dernière fois, c'est une autre stratégie que la stratégie d'Édouard Bernays. Édouard Bernays, qu'on avait appelé le patriarche de l'influence occulte, proposait quelque chose qui agit avec progressivité, lenteur, c'est-à-dire un gouvernement invisible qui a tous les pouvoirs et les gens ignorent que c'est le gouvernement invisible qui agit. C'est ce qu'il disait, la manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes arrangées des masses est fondamentale dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. Là, c'est une autre stratégie, c'est-à-dire, c'est ce que Hitler appelait Blitzkrieg, c'est-à-dire on donne un coup de pied dans la fourmilière, et à ce moment-là, les gens se mettent dans un état de psychologie de stress, ils sont en inhibition de l'action, et à ce moment-là, on peut proposer des choses qu'on ne pourrait pas proposer en dehors d'une société équilibrée. Et puis surtout, les gens, ils sont tellement stressés qu'ils ne savent plus, quoi. Alors effectivement, ils vont avoir des stratégies, souvent qui peuvent être archétypales, c'est ce qu'on verra avec le sentiment océanique. Alors, tout ça était connu de la psychosociologie, donc je vous rappelle que la psychosociologie, c'est la discipline scientifique qui étudie la façon dont les êtres humains s'envisagent, relationnent les uns avec les autres et s'influencent. Voilà. Donc nous sommes fondamentalement des êtres de groupe, et donc en groupe, on s'influence pour le meilleur et pour le pire. On avait vu ça avec les travaux de Gustave Le Bon et Gabriel Tardet sur la psychologie de foule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd son individualité, on rentre dans une sorte d'imitation et on n'a plus vraiment les réactions et les comportements qu'on pourrait avoir seul. Alors, Kurt Lewin, qui était un psychosociologue allemand qui travaillera aux États-Unis après l'avènement d'Hitler au pouvoir, distinguait pour changer les normes d'une société deux états, qu'il appelle l'état de gel et l'état fluide ou de fluidification. Alors, l'état de gel, c'est la tendance naturelle de l'être humain à ne pas vouloir changer ses habitudes et ses structures internes de fonctionnement. Ça, c'est ce qu'on voit. Le plus difficile, c'est de faire changer les habitudes de quelqu'un. Tendance qui est à la base de toute culture et de toute tradition, qu'il définit comme un ensemble ordonné d'habitudes propres à un groupe et qui sont transmises à l'identique de génération à génération. C'est la norme de la société, c'est une façon de réagir. On avait, nous, une société européenne qui avait une façon bien spéciale, bien à elle, de gérer la société, les acquis sociaux, etc. Et puis, si à un moment donné, on veut changer cette norme, il y a une action extérieure, c'est ce que Kurt Lewin appelle l'effet de fluidification, qui désigne une action extérieure au groupe visant à jeter le trouble sur sa culture et sa tradition, créer des tensions entre les individus, c'est ce qu'on voit avec les pro-masques et les anti-masques, de façon à déstructurer ses habitudes de fonctionnement et disloquer ce groupe à plus ou moins brève échéance. C'est exactement ce qu'on vit. Vous voyez, on nous parle d'un grand reset, on nous parle que le monde sera plus du tout comme avant, donc on va substituer à l'ancienne norme une nouvelle norme. Et ce qu'on voit, c'est un discours entre nationalisme et mondialisme. Est-ce que la nation doit rester et passer dans une mondialisation? Chaque pays doit se fusionner dans de nouvelles règles,
Et ça, effectivement, c'est typiquement l'effet fluide. Alors, il y a 3 étapes, si on réfléchit, ça se fait en 3 temps. Il y a la première étape, on identifie les normes qui sont propres à la société et sur lesquelles elle a solidement posé ses valeurs. Ensuite, on crée une tension. Alors, la tension, ça peut être une pandémie, c'est ce que nous vivons. Ça peut être une guerre civile, ça peut être une guerre mondiale, ça peut être une crise économique, ça peut être une catastrophe écologique, par exemple, qui nous plane au-dessus de la tête. Et à partir de là, on va créer des tensions, on va jeter le trouble. Donc, si vous regardez, il y a tout un discours en disant est-ce que la nation, c'est encore une notion qu'on doit garder? C'est une vieille notion. Est-ce qu'il ne faudrait pas la considérer comme obsolète et passer à une nouvelle étape pour l'humanité? Alors, dans cette période, c'est la plus délicate et c'est là où on s'aperçoit qu'actuellement, on est un peu sur un fil de rasoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les divisions peuvent se retourner contre celui qui veut jeter le trouble sur la culture pour imposer ces nouvelles normes. Et on est typiquement dans cette phase où il y a une montée de conscience. Les gens s'aperçoivent que c'est plus rationnel. Si on regarde le discours de Horacio Arruda, il nous dit peu importe la pandémie, ce qui compte maintenant, c'est qu'on passe au grand reset. C'est presque l'aveu que c'est un prétexte, de même pour l'OMS. Et le grand reset, c'est la plus formidable, si je puis dire, atteinte aux normes, aux habitudes de vie qu'ont vécu les gens et l'humanité depuis des milliers d'années. Voilà, on n'a jamais vu quelque chose qui est à l'échelle mondiale.